Alors, la partie 2 de ce problème HEC, 2011 toujours. Donc, on va faire des probas dans cette deuxième partie. Dans la question 7, on nous parle d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. On nous demande de rappeler l'espérance, la variance de cette variable aléatoire, en déduire la valeur de l'espérance de hx et de la variance de hx. Donc cette question-là, en fait, c'est du cours. Donc une question, en fait, très très simple. L'espérance, donc x suit la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Donc x admet une espérance et une variance. Donc l'espérance de x, c'est, pour une loi de Bernoulli, le paramètre de cette loi de Bernoulli, donc 1,5. La variance, eh bien, c'est le paramètre multiplié par 1 moins le paramètre, ce qui nous fait 1,5 multiplié par 1,5, 1 quart. Donc on a répondu à la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, eh bien, on va utiliser la linéarité de l'espérance et une propriété un petit peu similaire pour la variance. Je rappelle que la variance n'est pas linéaire. L'espérance de hx, c'est h multiplié par l'espérance de x par linéarité. Donc, l'espérance de hx, ça sera h sur 2. H multiplié par 1,5. En ce qui concerne la variance, donc la variance, on n'a pas de linéarité, mais on a une formule un petit peu similaire. V de hx, ça sera h carré V de x. Donc ici, h carré sur 4. La variance de hx, c'est donc h carré sur 4. Et voilà pour cette question 7a. Question 7b. J'aurais pu aller sur une nouvelle page pour ça, bref. Démontrer que E de f de hx plus x plus petit x est égal à 1,5 de machin. Bon, bah là, on va chercher la variance d'une autre variable aléatoire qui a un lien avec x, avec grand X. Donc le mieux, c'est d'utiliser le théorème de transfert. On utilise le théorème de transfert. Alors ce théorème de transfert, en fait, on l'utilise très souvent sans s'en rendre compte, notamment quand on cherche par exemple l'espérance de x carré quand on va calculer une variance. Ce théorème de transfert nous dit que l'espérance de f de x, c'est la somme ou l'intégrale de f de t multiplié par la probabilité dans le cas d'une somme, multiplié par la densité dans le cas d'une intégrale, ce qui nous permet de faire le travail. Bon. Donc pour ce théorème de transfert, on a affaire ici à une variable aléatoire qui suit la loi binomiale n pour n égale 1, donc Bernoulli, de paramètre 1,5. Donc l'espérance de f de hx plus x, c'est donc une somme. C'est f de h multiplié par 1 plus petit x, multiplié par la probabilité d'avoir x égale 1, plus, et bien la même chose en 0, f de h fois 0, alors j'aurais pu commencer par 0 en fait, peu importe, plus petit x multiplié par la probabilité que x soit égal à 0. Ici j'ai remplacé x par 1, ici j'ai remplacé grand X par 0. Si jamais j'avais eu plus de valeurs, il y aurait une somme plus conséquente, mais ici, je n'ai que deux valeurs possibles, 0 et 1. Donc on va avoir 1,5 de f de h plus x, plus 1,5 de f de x, puisque p de x égale 1 et p de x égale 0 sont tous les deux égaux à 1,5.
C'est tout ce qu'on nous demandait. Donc l'espérance de f de hx plus x est égale à 1 demi, que je peux mettre en facteur de f de h plus x. Alors c'était x plus h, je vais reprendre exactement ce qui nous était demandé, plus f de x. Ce qui ne change rien puisque l'addition bien sûr est commutative. Donc ça c'est pour la première partie de la question. Décidément ils aiment bien les questions en plusieurs parties. Pour la variance, on va faire la même chose. Alors quand je dis qu'on va faire la même chose, on va calculer la variance de la même façon en utilisant le transfert. Pour avoir donc la variance de f de hx plus petit x, le mieux c'est d'utiliser la formule de Koenig-Huygens, c'est-à-dire qu'on va avoir une espérance. Est-ce qu'on... Oui. L'espérance de f de hx plus petit x au carré, moins l'espérance de f de hx plus petit x au carré d'après Koenig-Huygens. Cette espérance de f de hx au carré, on va pouvoir la calculer. Donc on va avoir f de hx plus petit x, alors pour x égale 0, multiplié par p de x égale 0, plus la même chose, h multiplié par 1 plus x, multiplié par p de x égale 1, moins, cette espérance, on vient de la calculer. Donc on va avoir 1 demi au carré, donc 1 quart, multiplié par f de x plus h plus f de x, le tout au carré. Donc on va avoir ici 1 demi de f de x plus h au carré, je vais bien faire le carré, je l'ai oublié ici, plus f de x au carré multiplié par 1 demi, moins la somme au carré, c'est-à-dire f de x plus h au carré, plus 2 fois mon produit, donc 2 fois f de x multiplié par f de x plus h, plus f de x au carré, le tout sur 4. Donc on va avoir 1 demi moins 1 quart de f de x plus h au carré, donc il va nous rester 1 quart de f de x plus h au carré, plus, ici on va avoir la même chose, 1 demi de f de x au carré moins 1 quart de f de x au carré, 1 quart de f de x au carré, moins, alors je vais mettre 2 quarts exprès, j'aurais pu simplifier en 1 demi, mais ça sera sans doute plus parlant comme ça, multiplié par f de x plus h. Et ici, on reconnaît une identité remarquable. Vous avez a carré plus b carré moins 2ab, c'est-à-dire a 1 quart de a moins b au carré. Donc la variance de f de hx plus x est égale à 1 quart de f de x plus h moins f de x au carré. Ensuite, on nous demande la covariance de hx et de f de hx plus petit x. La covariance, de quoi s'agit-il? C'est l'espérance du produit, moins le produit des espérances. Bon. C'est-à-dire que l'on va avoir l'espérance de hx
multiplié par f de hx plus petit x, moins l'espérance de hx, multiplié par l'espérance de f de hx plus x, toujours par Koenig-Huygens. L'espérance de ce produit, eh bien, on va calculer l'espérance du produit. Ce qui se passe pour 0, bah, ça va être assez simple, puisque pour 0, le grand X qui est ici vaut 0. Donc ça nous fait 0. Il ne nous reste que ce qui se passe pour x égale 1. Donc on aura h f de h plus x multiplié par p de x égale 1, moins l'espérance de hx que l'on a calculé auparavant, h sur 2, multiplié par l'espérance de f de hx plus h, qui était donnée dans l'énoncé, mais que l'on a démontré il y a quelques minutes, f de x plus h plus f de x. Voilà. Ce qui nous fait 1 demi de h f de h plus x moins h sur 2 que l'on va pouvoir mettre en facteur, moins h sur 2 facteur de 1 demi de f de x plus h plus f de x. Et si je mets h sur 2 en facteur, donc on va avoir h sur 2 facteur de f de x plus h moins 1 demi de f de x plus h. Il va donc me rester 1 demi de f de x plus h. Moins 1 demi de f de x. C'est-à-dire h multiplié par f de x plus h moins f de x, le tout sur 4. Donc la covariance qui nous était demandée, c'est donc h sur 4, facteur de f de x plus h moins f de x. Ce qui termine cette première question. Vous voyez, encore une question pas trop compliquée, un peu calculatoire. Hein. C'est a priori le lot de ce sujet. Des questions pas forcément toujours très compliquées, mais au pire calculatoires. Question C. On suppose que f de x plus h différent de f de x, très bien. Calculer Rx de h. Alors le Rx de h, je ne sais plus où il est défini. Ça doit être le coefficient de corrélation. Mais on ne nous rappelle pas, on nous le rappelle plutôt peut-être. Oui, on s'intéresse au coefficient de corrélation linéaire Rx de h entre les variables hx et f hx plus x dans quelques cas particuliers. Bon, très bien. Calculer Rx de h. Le coefficient de corrélation, comment on l'a? Eh bien, on l'a en divisant la covariance de hx et de f de hx plus x divisé par les écarts types, donc la racine carrée des variances. Et là, j'ai oublié de fermer une parenthèse, pas de difficulté majeure non plus, puisqu'on a fait tous les calculs précédemment. La covariance, donc on a h sur 4 f de x plus h moins f de x. On sait que cette chose-là n'est pas nulle. Divisé par
Il fut un temps, j'avais une règle, mais je l'ai toujours. Plus facile pour faire les traits droits. La variance de hx, on avait h carré sur 4. Multiplié par la variance de f de x plus h, on avait f de x plus h moins f de x au carré, là aussi je crois sur 4. Je vais vérifier. C'est ça. Racine carrée de tout ça. C'est ça. Bon. C'est-à-dire, donc, le h sur 4, je vais le laisser dans un premier temps ici. Le f de x plus h moins f de x, je vais le laisser comme ça. Je vais travailler sur ma racine. Donc h étant positif, racine de h carré sur 4 et sur 4, je vais avoir je vais l'écrire comme ça, h carré sur 16, qui est égal donc à h sur 4, puisque h est positif, multiplié par f de x plus h moins f de x au carré. Et ça, j'en prends la racine aussi. Alors attention, hein, racine de a carré n'est pas égale à a, mais à valeur absolue de a. Donc là, hop, on a une simplification. Et ici, je vais avoir du f de x plus h moins f de x. Le tout, non pas sur f de x plus h moins f de x, mais f de x plus h moins f de x en valeur absolue. Attention, pour a réel, racine de a carré est égale à valeur absolue de a, qui peut ne pas être égale à a. Hein. Ça, erreur classique. Toujours est-il que, comme on a une valeur absolue, or, valeur absolue de f de x plus h moins f de x peut valoir plus ou moins 1. Est égal à 1 si cette chose-là est positive. Et moins 1 sinon. Pardon, pas moins 1. Moins 1, ce sera le résultat du... j'ai marqué 1. Donc c'est f de x plus h moins f de x. Si f de x plus h moins f de x est positif, égal à f de x moins f de x plus h. Sinon. Donc finalement, notre quotient, Rx de h est égal à 1 si f de x plus h moins f de x est positif, est égal à moins 1 sinon. Je vais réécrire le Rx de h ici. Voilà pour cette question. Non. En déduire l'existence d'une relation affine et l'expliciter. Dès lors que vous avez un coefficient de corrélation qui est égal à plus ou moins 1, dès lors que Rx de h en valeur absolue est égal à 1, eh bien il existe deux réels que je vais noter A et B, tels que, puisqu'on était ici entre hx et f de x plus h, tel que hx est égal à a multiplié par f de
hx plus x plus b. Donc, j'ai donné l'existence d'une relation affine, hein, ça c'est du cours, hein, encore une fois, rien à inventer. Et expliciter cette relation, eh bien, on va l'expliciter. Ici, c'est relativement simple parce que c'est hx. Si jamais x est égal à 0, vous avez a multiplié par f de petit x plus b qui vaut égal à 0. Et si grand X est égal à 1, de toute façon ce sont les deux valeurs que peut prendre grand X, vous avez A multiplié par F de H plus X plus B qui doit être égal à H. Deux équations, deux inconnues, on va pouvoir trouver A et B qui seront forcément explicitées en fonction de H, de F de X et de F de X plus H. Donc en soustrayant les deux lignes, donc on a si je soustrais mes deux lignes, si je fais L2 moins L1, vous allez avoir A facteur de F de X plus H moins F de X qui est égal à H, ce qui correspond à A est égal à F de X plus H moins F de X sur H. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on ne nous dit pas d'exprimer entre... Oui, bon, on verra bien. Hein. Et pour B, B est égal à moins A f de x. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple ouais. En exprimant les choses autrement, la relation affine, elle peut marcher dans les deux sens de toute façon, mais je pense qu'on aura des coefficients plus simples, peut-être même d'une façon plus logique, en mettant ici f de hx plus petit x, et ici en mettant hx. Et donc si x égale 0, vous allez avoir des choses plus simples. Si x égale 0, vous allez avoir f de x plus h égale b. Et si x égale 1, vous allez... non, c'est f de x égale b. C'est beaucoup plus simple. Et si vous avez x qui vaut 1, vous avez f de h plus x qui vaut a plus b. Et donc, on a beaucoup plus simple. Alors, en faisant L2 moins L1, on n'a même pas besoin de faire ça, en fait. Il y a plus simple. D'où A égale f de x plus h moins f de x et b égale f de x. Dans ce sens-là, c'est nettement plus simple. L'autre relation que j'allais écrire, elle est vraie aussi, hein, mais elle nous donnait quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ce qui correspond en fait à inverser cette relation. Donc finalement, f de hx plus petit x est égal à
f de x plus h moins f de x multiplié par h grand X plus b. Voilà pour ce travail. On a donné la relation. Vérifier la validité de la relation précédente lorsque f de x plus h est égal à f de x. Bon. Donc ça sera un petit d. En retirant ça. Si f de x plus h est égal à f de x, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? Donc le coefficient que l'on a écrit, la façon de le calculer reste valable. Cependant, on a que la variance de f de h plus x est égale à 0. On a la variance de f de hx plus petit x qui est égale à 0. Dès lors que la variance vaut 0, c'est donc que cette variable aléatoire, en fait, est constante. La variable aléatoire f de hx plus petit x est donc constante. Et comme f de x plus h est égal à f de x, elle vaut donc petite f, elle vaut donc f de petit x, puisque f de x plus h est égal à f de x. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a donc f de hx plus petit x est égal à f de x, c'est-à-dire 0 multiplié par hx plus f de x. Or, si f de x plus h est égal à f de x, le coefficient f de x plus h vaut 0. F de x plus h moins f de x est égal à 0. La formule est donc encore valable. Voilà pour cette question 7. Pour les questions 8 à 11, donc pour la fin de cette partie 1, on admet la variable aléatoire grand X ne suit plus une loi de Bernoulli, mais une loi uniforme sur l'intervalle moins 1 à 1. On admet que la définition et les propriétés de la covariance du coefficient de corrélation linéaire sont les mêmes dans le cas d'une variable à densité que dans le cas d'une variable discrète. Donc en gros, on vous dit, on sort du programme, mais ça marche comme si on y était encore. Donc très bien, hein, ça ne va pas vraiment changer notre travail. Question 8a. Rappelez les expressions d'une densité, de la fonction de répartition, de l'espérance et de la variance de x. Donc x ici suit la loi uniforme sur moins 1, 1. Une densité de x dont on ne nous donne pas de nom, c'est la fonction que je vais appeler traditionnellement fx, qui à x associe 0 si x est inférieur strictement à moins 1, 0 si x est strictement plus grand que 1, et entre deux, vous voyez que votre intervalle il est de longueur 2, donc on aura 1 demi si x est dans moins 1. 1 sur b moins a sur le support. Donc ça, c'est bon. La fonction de répartition
que je vais noter là aussi classiquement grand fx. 0 si x est strictement plus petit que moins 1. Donc x moins 1, donc plus 1 sur b-1, donc sur 2, si x appartient à moins 1 et 1 au-delà. Donc tout ça, c'est du cours. On nous demande quoi d'autre? On nous demande l'espérance. Donc x admet une espérance et une variance. E de x, a plus b sur 2, moins 1 plus 1, 0, sur 2, 0. V de x, b moins a au carré sur 12. Donc 1 moins moins 1, ce qui nous fait 2 au carré 4, 4 sur 12, 1 tiers. Si jamais vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez les recalculer, c'est une petite intégrale assez simple. On a répondu à cette question. 8b. Établir les égalités suivantes. L'espérance de f de hx plus x est égale à sx de h. Donc là, on revient en rapport avec la question précédente. Donc, j'ai l'espérance de f de hx plus x à calculer. On utilise là aussi le théorème de transfert. Alors cette fois, il sera avec une intégrale puisqu'on est avec une loi à densité. L'espérance de f de hx plus x. C'est donc l'intégrale sur le support en fait. Alors en théorie, c'est de moins l'infini à plus l'infini, mais ici, on sait qu'il ne se passera rien en dehors de moins 1, 1. De f de hx plus petit x. J'ai déjà un x ici, donc ici je vais mettre 2t. F de... Non, c'est grand x qui varie, donc f de ht plus x, multiplié par ma densité qui vaut 1,5 dt, c'est-à-dire 1,5, intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht dt, et je reconnais ici le sx de h. D'après la question, d'après la question d'après la question 1c de la partie 1. D'où l'espérance de f de hx plus petit x est égale à sx de h. Enfin, je marque tout en fait, je fais que faire la synthèse pardon, de ce qui précède. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire à cette question B? Quelque chose en rapport avec la variance. On s'en doutait bien qu'après l'espérance, on allait avoir la variance à calculer. La variance de f de hx plus petit x. Là aussi, on va faire du transfert. C'est donc l'espérance de f de hx plus petit x au carré, moins l'espérance de hx de f de hx plus petit x au carré. Je ne réécris pas Koenig-Huygens, mais c'est toujours Koenig-Huygens qui nous intéresse. D'après le théorème de transfert, la première espérance, c'est une intégrale de moins 1 à 1 de f de ht plus x au carré, multiplié par 1,5 dt, moins sx
de h au carré. Qu'est-ce qu'on nous demandait de trouver? D'accord, donc l'intégrale, c'est pas tout à fait celle-là qu'il faut trouver, mais c'est pas grave. Donc déjà, on va pouvoir sortir le 1/2. Et puis, est-ce qu'il faut faire un changement de variable? Oui, quand même. Donc est égal à 1/2 intégrale de moins 1 à 1 de f de ht plus x au carré dt moins sx de h au carré. Posons u égale ht dans l'intégrale. On a du égale h dt, ou si vous préférez, dt égale du sur h. Et donc, par changement de variable, vous allez avoir 1/2 intégrale de, si u est égal à ht, donc vous allez avoir de moins h à h, de f de u plus x au carré multiplié par du sur h, moins sx de h au carré, c'est-à-dire 1 sur 2h, intégrale de moins h à h, la variable est muette, t plus x au carré dt, moins sx de h au carré, et c'est ça que l'on voulait. D'où ma variance est égale à 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de f de t plus x, tx plus t, je ne l'efface pas, dt, moins sx de h au carré. Encore une question pas difficile, mais un peu calculatoire. Vous voyez que les questions ont l'air parfois difficiles, mais ne le sont pas forcément. Dernière question, dernière partie de la question, la covariance. La covariance de hx et de f de hx plus x, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. C'est-à-dire que, eh bien, encore une fois, on va appliquer notre théorème de transfert. Donc l'espérance de hx machin truc, on va avoir l'intégrale de moins 1 à 1 de ht f de ht plus x multiplié par 1/2 dt moins l'espérance de hx, donc e h multiplié par e de x, multiplié par l'espérance de qui est sx plus h. Mais l'espérance de x, on a vu, je crois, au-dessus, qu'elle valait 0. Attention ici à ne pas réutiliser les propriétés précédentes. Donc ici, on va avoir h sur 2, intégrale de moins 1 à 1 de t f de ht plus x dt. Or, on a vu à une question précédente que gx de h était égal à 3 sur 2h multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1 de tf de ht plus x dt. Ça, c'est la question 1
1, c'est que l'on a déjà utilisé précédemment. Donc, cette intégrale de t f de ht plus x dt est égale à 2h sur 3 multiplié par gx de h. Conclusion. La covariance de hx et de f de hx plus petit x est égale à h sur 2 multiplié par 2h sur 3, c'est-à-dire h carré, j'ai oublié le g de x, c'est-à-dire h carré sur 3 gx de h. Et là, on a définitivement terminé la question 8b, et donc la question 8, on peut passer à la 9. Question 9. On suppose dans cette question que x est égal à 0. Si f est une fonction paire, calculez f' de 0 et R0 de h. Très bien. F' de 0, c'est quoi? Je crois qu'on a fait des travaux préliminaires là-dessus précédemment. Alors, on a effectivement fait des travaux précédemment. Oui. D'après la question 4a, on a, puisque f est dérivable en 0, d'après la partie 1, question, j'ai dit 4a, mais c'est 5a, il existe une fonction v, alors qui sera ici v0 puisqu'on est en x égale 0. V0 défini et continue sur R, tel que V0 de 0 égale 0, et pour tout t appartenant à R, f de x plus t est égal à f de x plus t f' de x. Alors ici, pardon, hop, on est en 0. Plus t v0 de t. C'est-à-dire que pour tout t appartenant à R, f de t est égal à f de 0 plus tf' de 0 plus t v0 de t. Bon. Or, on nous dit que f est paire. Donc, pour tout t appartenant à R, f de moins t, alors je vais écrire ça dans ce sens-là, ce qui m'évitera de réécrire une chose, f de t égale f de moins t, est égal donc à f de 0 moins t f' de 0 moins t v0 de moins t. Mais ce qui reste quelque chose de négligeable de toute façon devant t. Et donc finalement, en soustrayant les deux, alors je vais appeler ça 1 et je vais appeler ça 2, en soustrayant 1 et 2, vous allez avoir 0 égale f de 0 moins f de 0, ça s'en va, t f' de 0 plus t f' de 0
plus t v0 de t, donc plus t facteur de v0 de t, moins et moins plus v0 de moins t. Voilà. Nous. 2t f' de 0 plus t v0 de t plus v0 de moins t égale 0. Évidemment, je peux diviser par t. Donc, 2f' de 0 plus v0 de t plus v0 de moins t égale 0. Et ensuite, on peut faire tendre t vers 0. Par continuité de v0 en 0, vous allez avoir 2f' de 0 plus 0 plus 0 égale 0. C'est-à-dire que f' de 0 est égal à 0. Donc là, c'est une question un peu astucieuse. Voir qu'il fallait partir sur le développement limité de la question 1,5 et ensuite utiliser la parité, c'est pas forcément quelque chose de très simple à penser. On a f' de 0 et ensuite il va falloir que on en déduise R0 de H. C'est ça qu'on nous demande. Donc R0 de H. R0 de H, c'est lié à la covariance, donc à Gx de H. G0 de H, c'est égal à 3 sur 2H, intégrale de moins 1 à 1 de T F de HT dt. Or, F est pair. Donc la fonction qui a T associe F de HT est également pair. Et donc, la fonction qui a T associe T multiplié par F de HT, elle, est impaire. Donc l'intégrale vaut 0. Donc, G0 de H est égal à 0. Si G0 de H vaut 0, on a donc la covariance de Hx et de F de H grand X plus petit x qui vaut 0, donc qui vaut 0, et donc le R0 de H qui vaut 0. Là aussi, alors là c'est un petit peu moins astucieux parce que le rappel, le lien entre la covariance et le Gx, on l'a juste au-dessus, mais bon, c'est pas des questions moi que je trouve d'une grande facilité. 9b. Soit n un entier naturel impair et f la fonction définie par f de t égale t puissance n. Calculez f' de 0, r0 de h et la limite en... quand h tend vers 0 plus... Non, je saute une ligne. La limite quand h tend vers... Si, quand h tend vers 0 plus de r0 de h. Bon, bah très bien.
Déjà, on peut remarquer ici que la fonction n'est pas une fonction paire, puisque n est impair, donc on ne peut pas utiliser ce que l'on vient de faire. Heureusement, on ne nous demanderait pas de calculer ces choses-là si jamais on venait juste de les calculer. Pardon. Donc, que se passe-t-il? On nous demande de calculer f' de 0. Bon, ça c'est relativement simple à faire. F est dérivable en 0. Et pour tout t appartenant à R, f' de t est égal à nt puissance n-1. N étant impair, n peut être égal à 1. Donc on va avoir deux cas possibles. Premier cas, n égale 1, qui est bien impair. On a donc f' de 0 est égal à n, et donc qui vaut 1. Deuxième cas, n strictement plus grand que 1. On a donc f' de 0 qui vaut n multiplié par 0 à la puissance n-1, c'est-à-dire qui vaut 0. Ensuite, on a besoin du R0 de H. Pour le R0, on a besoin de la covariance. La covariance, on la connaît déjà. La covariance de hx et de f de hx plus x. On sait que c'est h carré sur 3 multiplié par gx, g0 pardon, de h, c'est-à-dire h carré sur 3 multiplié par 3 sur 2h, intégrale de moins 1 à 1 de t, multiplié par ht à la puissance n dt. Ça, est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà calculé sans doute? Alors, donc on va avoir du h sur 2 multiplié par h à la puissance n, multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1 de t puissance n plus 1 dt, c'est-à-dire, si on l'a déjà calculé, du h puissance n plus 1 sur 2, multiplié par t puissance n plus 2 sur n plus 2, que l'on va intégrer entre moins 1 et 1, c'est-à-dire h puissance n plus 1 sur 2 facteurs de n plus 2, multiplié par 1 moins 1 à la puissance n plus 2, mais cette chose-là vaut moins 1, puisque n est impair, donc n plus 2 aussi. Et donc il nous reste h puissance n plus 1 sur n plus 2. Donc la covariance que l'on ne nous demande pas, mais dont on va avoir besoin, hx plus petit x, alors plus petit x, donc qui vaut 0 ici, est égal à h puissance n plus 1 sur n plus 2. Un résultat intermédiaire dont on va avoir besoin. Et donc le R0 de h, qui est donc ma covariance, divisé par le produit des écarts types. Donc on va avoir la variance de hx multiplié par la variance de f de hx plus juste la variance de f de hx en racine. Donc on va avoir du h puissance n plus 1 sur n plus 2 divisé donc par la variance de hx qui est h carré
multiplié par la variance de x, je crois qu'on a trouvé un tiers. On va vérifier. Un tiers. Multiplié par la variance de f de hx. Et là, est-ce qu'on avait calculé ça quelque part? Alors, peut-être pas directement, mais le fait qu'on nous ait fait travailler sur la fonction t puissance n à la question 2, alors, on n'avait pas directement cette variance. On va réécrire l'intégrale, multipliée par la variance de f de hx. Or, la variance de f de hx est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de t carré f, alors multiplié par ht au carré dt, moins l'espérance de f de hx au carré moins l'espérance de f de hx au carré que l'on va sans doute pouvoir simplifier. Ouais. Donc on va avoir, j'ai oublié ma fonction de répartition, multiplié par 1,5, donc on va avoir du h carré sur 2, intégrale de moins 1 à 1 de t puissance 4 dt, moins cette espérance, qu'est-ce qu'elle vaut? L'espérance donc de hx puissance n au carré, c'est-à-dire qu'on va avoir du h carré sur 2 t puissance 5 sur 5 entre moins 1 et 1 moins l'espérance de, alors moins, de h puissance n, x puissance n, au carré. Ça me semble étrange qu'on ne l'ait pas calculé précédemment. Ça me semble étrange qu'on ne l'ait pas calculé précédemment. Si on revient un petit peu largement au-dessus, on a calculé gx de h qui nous aurait peut-être permis d'aller un petit peu plus vite. On avait calculé ici le gx de h qui nous aurait permis d'aller un petit peu plus vite, mais j'ai pas l'impression qu'on ait calculé d'autres choses. Bon, ben on va la calculer puis c'est tout. Hein. Donc cette variance de ça, donc on va avoir du h carré sur 10 multiplié par 2 en fait. Hein. Moins cette espérance, elle va être égale à h puissance 2n
multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1 de t puissance n multiplié par 1 demi dt. Qu'est-ce qu'on sait sur n? N est impair, donc cette intégrale va être égale à 0, ça me paraît très étrange. Non, c'est pas étrange. C'est juste qu'ici, c'est pas au carré, c'est la puissance n. C'est la puissance 2n. Bon. Hop. On reprend tout ça. La deuxième espérance, elle va être égale à 0. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a h puissance 2n sur 2 qui sort. Ça, c'est bon. Intégrale de moins 1 à 1 de t puissance n plus 2, 2n plus 2, dt, moins, ici on va donc avoir l'espérance de hx, le tout à la puissance n, au carré. C'est-à-dire que l'on va avoir du h 2n sur 2 multiplié par il n'y a pas de t carré ici. Oui. De t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 entre moins 1 et 1, moins, ici donc on va avoir du h puissance n, espérance de x à la puissance n au carré. C'est-à-dire que là on va avoir du h puissance 2n sur 2n plus 1 multiplié par 1 demi multiplié par 1 moins 1 à la puissance 2n plus 1. Et ça, 2n plus 1 est impair, hein, égale 2 car 2n plus 1 impair. Donc ici on va avoir du h puissance, je sais pas, c'est moins, h puissance 2n, l'intégrale de moins 1 à 1, 2 t puissance n multiplié par 1 demi dt, le tout au carré. Cette intégrale vaut 0 puisque la fonction est paire. La fonction est impaire, car n impair. Donc la fonction qui a t associé t puissance n est-elle impaire? On y arrive. C'est vraiment pas simple. Et puis quand on essaye de faire intervenir les choses d'avant, que moi j'ai pas fait juste avant mais hier, c'est pas forcément évident. Donc on a h puissance 2n sur 2n plus 1. Tout ça c'est juste notre variance. Donc ça c'est la variance de f de hx qui est égale à h puissance 2n sur 2n plus 1.
On revient à notre covalence, d'où notre R0 de H, il vaut H puissance N plus 1 sur, je crois que c'était N plus 2, sur N plus 2. Le tout divisé par, on avait du H carré sur 3 multiplié par H puissance 2N sur 2N plus 1, dont on prend la racine. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc on va avoir du H puissance N plus 1 sur N plus 2 multiplié par 3 fois 2N plus 1, dont je prends la racine, divisé par le produit des racines, donc on va avoir H multiplié par H à la puissance N, le tout en valeur absolue. Alors en valeur absolue ou pas, parce que est-ce que H peut être négatif ou pas, c'est une bonne question. H est positif, donc on n'a même pas besoin des valeurs absolues. Donc ce qui nous fait, il n'y a plus de H. 3 multiplié par 2n plus 1 racine, le tout, sur n plus 2. R0 de H. Pour tout H positif, R0 de H est égal à 3 2n plus 1 divisé par n plus 2. Ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Alors, oui. C'est pas très très clair, puisqu'au départ on nous parle dans tout le problème pour H vérifié on pose SX de H, VX de H, mais là ici on est un petit peu bon, c'est pas car H ici voilà. Et si H n'est pas positif, si H est négatif, oh. Si H négatif, on a R0 de H qui est égal à moins. En fait, on va avoir un moins au dénominateur, à moins 3 facteurs de 2n plus 1 racine divisé par n plus 2. Je mets ça comme ça, mais normalement, d'après l'énoncé H positif, d'après moi. Hein, mais c'est pas... On nous définit juste H pour SX et GX et pas globalement. Et donc la limite de R0 de H, quand H tend vers 0+, elle ne dépend pas de H. Hein. Donc la limite quand H tend vers 0+ de R0 de H vaut 3 facteurs de 2n plus 1 en racine sur n plus 2, puisque R0 de H, si H est positif, ne dépend pas de H. Bon. Voilà pour la question 9b. Question 10. Dans cette question, f' de x n'est pas égal à 0. F de x, par contre, est égal à 0. Démontrer que la covariance est équivalent à h carré sur 3 f' de x lorsque h tend vers 0+. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information? D'après la question 8b, vous avez que la covariance qui nous est demandée est égale à h cube à h carré sur 3 gx de h. Bon. Par ailleurs, on a montré précédemment quelque chose que j'ai vu en rapport avec gx.
D'après la question de la partie 1, question 5D, g de x, qui est la limite quand h tend vers 0 de gx de h est égal à f' de x. Voilà ce qu'on avait montré à la question 5D, si ma mémoire est bonne. Et donc, comme une fonction qui a une limite finie, non nulle, est équivalente à ça, on en déduit que lorsque h tend vers 0, ma covariance de hx f de hx plus x va être équivalente lorsque h tend vers 0 à h carré sur 3 f' de x. Est-ce que c'est bien ça qu'on nous demandait? C'est ça. On peut mettre ici tend vers 0 plus, puisqu'on a vu que h ne pouvait pas être négatif. Enfin, d'après moi, c'est pas clairement dit que ça marche à tous les coups. Enfin, même pire, hein, c'est que si jamais on s'en suit à ce qui est écrit, pour tout h vérifiant machin, on pose, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien poser un h différent dans d'autres cas. Bref. On a toujours, est-il qu'on a terminé cette question 10A de façon très simple, sans faire vraiment beaucoup de travail, puisque le beaucoup de travail en question, il a été fait précédemment. Question 10B. On pose WT de X, alors W ou oméga, j'en sais rien, mais peu importe. Wx, pardon, de T, vaut Vx carré de T, plus 2f' de X, Vx de T, où V la fonction définie à la fonction 5a. Donc là, si on n'a pas compris qu'il fallait faire référence à la fonction 5a, faut se laver les yeux, je pense. D'ailleurs, là, il y a un petit couac, parce qu'en fait, à la question B, il n'y a rien à faire. Donc, je vais faire la question C directement. Établir les relations suivantes. On nous demande une espérance. Bon. Cette chose-là, on a démontré à la question 8b que c'était Sx de h, d'après la question 8b. On a l'impression que ça fait une demi-heure qu'on l'a faite, alors que c'est que 2 questions au-dessus. Hein. Enfin, l'impression, c'est sûrement pas qu'une impression. Et donc ce Sx de h, c'est quoi? Ce Sx de h, si je me réfère à la question, est-ce qu'il vaut mieux faire par de dérivée, on va repartir sur la définition. Voilà ce que c'est que cette chose-là. Bon. Le fx de t, on marquait qu'on a fait référence à la question 5a. Donc, à mon avis, il serait judicieux de l'utiliser. Notre fx, f de x plus t, à la question 5a, où est-elle? Elle est ici, donc c'est f de x plus t f' de x plus t vx de t, voilà, dt. Mais f de x, on nous dit ici que f de x est égal à 0. Donc on va avoir du 1 sur 2h multiplié par, il va nous rester donc, on va l'écrire comme ça dans un premier temps, l'intégrale de moins h à h de tf' de x plus tvx de t dt, c'est-à-dire 1 sur 2h multiplié par f' de x intégrale de moins h à h. Je vous rappelle que l'intégrale dépend de t ici, de t dt, une intégrale que l'on va savoir calculer
sans difficulté, plus l'intégrale de moins h à h de t vx de t dt. Et ça, cette intégrale vaut 0, puisque la fonction qui a t associé t est impaire. Et donc, que va-t-il nous rester? Il nous reste du 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t vx de t dt. Et bah, c'est ça que l'on voulait. Donc l'espérance de f de hx plus petit x est égale à 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t vx de t dt. Ensuite, l'espérance au carré. Bon bah. Donc l'espérance au carré de f de hx plus petit x, le carré est à l'intérieur, est égal à quoi? L'espérance d'un machin l'espérance au carré, c'est donc la variance plus l'espérance au carré. Voilà. C'est-à-dire en fait juste 1 sur 2h, ça c'est d'après... non, ça c'est bon. 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de f de x plus t au carré dt, moins sx de h au carré, plus sx de h, c'est comme ça que je l'ai calculé au carré. Et donc ça c'est d'après toujours la question 8b. C'est-à-dire 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de f de x plus t au carré dt. Or, f de x plus t est égal à tf' de x plus tvx de t. Oui. D'où f de x plus t au carré va être égal à f' de x au carré multiplié par t carré plus t carré vx de t au carré plus le double produit, donc on va avoir du 2t carré f' de x vx de t. Et il va y avoir, j'imagine, un rapport avec le wx, c'est-à-dire t carré f' de x au carré plus t carré wx de t. Et là, on voit se dessiner ce que l'on veut. D'où la variance de f... Non, pardon, pas la variance. L'espérance de f de hx plus petit x au carré va être égale à 1 sur 2h multiplié par f' de x au carré, intégrale de moins h à h de t carré dt, plus l'intégrale de moins h
à h de t carré wx de t dt, le 1 sur 2h étant en facteur du tout. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc on va avoir 1 sur 2h, f' de x au carré. Ici on a une fonction paire, donc on va avoir multiplié par 2 fois l'intégrale de 0 à 1 du t cube sur 3 entre 0 et 1, entre 0 et h, plus du 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt. On y est presque, on y est presque, on y est presque. De 2. H cube divisé par h, il va donc nous rester du h carré sur 3. F' de x au carré plus du 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt. Et donc ça c'est notre conclusion qui vaut donc l'espérance de f de hx plus petit x, j'ai pas le courage de tout recopier, au carré. Et on a terminé cette question 10C. Une nouvelle page, on peut passer à la question 10D. Démontrer que la limite quand h tend vers 0 plus de 1 sur h carré intégrale de moins h à h de tvx de t égale 0, et ensuite autre chose avec l'autre intégrale en w. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information là-dedans, bien sûr? C'est que ça n'est pas n'importe quoi. C'est que c'est Vx de t. On sait que Vx de t tend vers 0 lorsque h tend vers 0. C'est-à-dire que, donc, il existe un certain réel, que je peux appeler état, classiquement, tel que si valeur absolue de t inférieure à état, eh bien, valeur absolue de Vx de t, telle que, hop, implique que Vx de t inférieur ou égal à epsilon, pour tout epsilon positif. Et donc, pour h, donc c'est h qui va tendre vers 0, mais donc pour h inférieur à état, vous avez l'intégrale qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale de moins h à h de t vx de t dt, qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de moins h à h de t de valeur absolue de t de t multiplié par vx de t dt, qui va donc être égale en fait, hein. Non, inférieure elle-même à epsilon intégrale de moins h à h de valeur absolue de t dt. Or, l'intégrale de moins h à h de valeur absolue de t dt, puisqu'on a une fonction paire, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à h de valeur absolue de t dt, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à h de t dt. Et cette intégrale vaut donc h carré h carré sur 2 multiplié par 2 vaut donc h carré. D'où finalement un sur 2h, c'est 1 sur 2h ou 1 sur h, je ne sais plus. 1 sur h carré nous suffira. 1 sur h carré intégrale de moins h à h de t vx de t dt, hop, va être inférieur ou égal
à epsilon. Ce qui est la définition finalement de tendre vers 0. Conclusion. La limite quand h tend vers 0 plus de 1 sur h carré, intégrale de moins h à h de t vx de t dt égale 0. Pour l'autre, on va faire pareil. De même, votre wx de t, qui est égal à vx carré de t, plus 2f' de x vx de t, tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, il existe un certain état positif. Donc, si epsilon est positif, il existe un état positif tel que dès lors que t est inférieur ou égal à état, on a wx de t inférieur ou égal à epsilon. Ok. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le même raisonnement. L'intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt va être inférieur ou égal à l'intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt, c'est-à-dire plus petit que epsilon, intégrale de moins h à h de t carré dt. Cette intégrale, on peut la calculer. Elle vaut 2 fois l'intégrale de 0 à h de t carré dt, c'est-à-dire 2 fois h cube sur 3. D'où, en valeur absolue, 1 sur h cube, intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt, va être inférieur ou égal à 2 tiers de epsilon. Là aussi, c'est la définition de tendre vers 0. D'où la limite quand h tend vers 0 de l'intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt égale 0. Donc là, c'est des questions pas très simples, ce qu'on appelle l'epsilonage, où on revient à la définition même des limites, des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de manipuler. Et on a terminé la question des questions E. En déduire un équivalent de V de f de x plus h lorsque h tend vers 0 plus. Bon. Ce que l'on a comme information, c'est que V de f de x hx plus x, voilà. Cette chose-là, c'est donc l'espérance de f de hx plus x au carré moins l'espérance de hx plus x, f de hx plus x au carré. C'est encore Koenig-Huygens. C'est-à-dire que l'on a h carré sur 3, f' de x au carré, plus 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t carré wx de t dt, moins 1 sur 2h, intégrale de moins h à h de t vx de t dt, le tout au carré. Bon. Là-dedans, que va-t-il se passer? Évidemment, on a envie de dire qu'il y a des choses qui tendent vers 0. On a vu que
1 sur h carré, intégrale de moins h à h de t, Vx de t, dt tend vers 0, lorsque h tend vers 0. Donc quand je multiplie ça par h, c'est encore plus vrai. Donc on a 1 sur 2h, intégrale de moins h à h, de t Vx de t dt qui tend vers 0. Et donc au carré, c'est encore plus vrai. Donc 1 sur 2h intégrale de moins h à h de t Vx de t dt tend vers 0 lorsque h tend vers 0. De même, on a vu que 1 sur h cube intégrale de moins h à h de t carré Wx de t dt tendait vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc, le fait de tendre vers 0 ne va pas nous suffire. Puisque l'autre morceau tend lui aussi vers 0 quand h tend vers 0. Donc ce que j'écris n'est pas faux, mais ne nous sert pas. Par contre, ça nous dit que ça tend vers 0, donc c'est négligeable devant 1. Donc 1 sur h carré intégrale de moins h à h de tvx de t dt est négligeable devant 1. Si je multiplie par 2h, ça va être négligeable devant h. Donc 1 sur 2h intégrale de moins h à h de tvx de t dt qui est égal à sera négligeable en fait devant h. J'ai multiplié par h. Et donc 1 sur 2h intégrale de moins h à h de tvx de t dt au carré sera négligeable devant h carré. Très bien. De même, on a montré que 1 sur h cube intégrale de moins h à h de t carré Wx de t dt tend vers 0, donc 1 sur h cube intégrale de moins h à h de t carré Wx de t dt est négligeable devant 1. Donc, si je multiplie ça c'était déjà un petit doute sur le 1 sur 2h. Non, c'est bon, ça vient de 1 sur 2h. Donc 1 sur 2h intégrale de moins h à h de t carré Wx de t dt. Là aussi, je multiplie par h carré, donc ça sera négligeable devant h carré. Donc finalement, vous avez v de f de hx plus petit x qui est égal à h carré sur 3 f prime carré de x, h carré sur 3 f prime de x au carré, plus quelque chose qui est négligeable devant h carré. Donc on a notre équivalent. La variance de f de h de x plus petit x est équivalent lorsque h tend vers 0 plus à h carré sur 3 f prime de x au carré. Là aussi, c'est de l'utilisation avancée de la négligeabilité et des équivalents. Dernière question. Calculer la limite lorsque h tend vers 0 de Rx de h.
Rx de h, c'est quoi? C'est notre covariance, c'est-à-dire, je vais l'écrire comme ça, notre covariance de hx et de f de hx plus x, divisé par la racine carrée de la variance de hx, que l'on a calculé, multiplié par la racine carrée de la variance de f de h de x plus petit x. Et là, ici, on a des opérations qui sont licites avec nos équivalents. C'est-à-dire qu'on a un quotient, on a des racines carrées, c'est-à-dire de la puissance fixe, donc ça ne nous pose pas de problème. Équivalent, donc lorsque h tend vers 0 plus. Notre covariance, on en a trouvé un équivalent à la question 10a. Donc on a ici du h carré sur 3 f' de x divisé par notre variance de hx. Donc ça c'est facile, c'est racine de h carré sur 3, on l'a déjà utilisé, multiplié par la racine de notre variance, donc ici de h carré sur 3 f' de x au carré. Ce qui est égal, donc h carré sur 3 divisé par racine de h carré sur 3 au carré, ce qui est égal à 1 en fait. Ce qui est égal en fait à 1 si f' de x est positif. C'est-à-dire qu'on va avoir ici f' de x divisé par valeur absolue de f' de x. Donc tout va dépendre de la valeur de f' de x. Donc si f' de x est positif, on nous dit qu'il ne peut pas être égal à 0. Vous avez Rx de h qui tend vers 1 lorsque h tend vers 0. Et si f' de x est négatif, vous allez avoir du f' de x divisé par moins f' de x. Et donc Rx de h tend vers moins 1 lorsque h tend vers 0. J'ai fait la E et la F en même temps. Donc ici c'est la F et donc la E. Je vais écrire ça comme ça. F' de x divisé par valeur absolue de f' de x. Et d'où Rx de h est équivalent lorsque h tend vers 0 plus à cette chose-là. La question F a été faite en même temps que la question 10, que la question E. Question 11, et on aura terminé cette partie. On suppose dans cette question encore que f' de x est égal à 0, mais cette fois que f de x est différent de 0. Que peut-on dire de la limite de Rx de h lorsque h tend vers 0? Bon. Là, c'est un petit peu plus... On va bien sûr pas refaire tout le travail. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'on se ramène à une fonction qui va tendre vers 0, laquelle on pourra appliquer ce qui précède, donc, et qui aura le même f', la même dérivée que f. Donc je peux... Alors il y a déjà g, j'ai déjà h, j'ai déjà phi, je vais l'appeler psi. La fonction qui a t va associer f de t moins f de x. Alors, on aurait pu le faire dans l'autre sens, mais de cette façon, donc psi de 0 vaut f... non, c'est psi de x
vaut f de x moins f de x, c'est-à-dire 0. Psi est dérivable. Et psi prime de t égale f prime de t moins la dérivée f de x. Hein, ici, la variable c'était, donc la dérivée vaut 0, qui n'est pas égale à 0. Donc on peut appliquer ce qui précède. C'est-à-dire que on peut calculer notre variance. La variance donc de psi de h de x plus x, c'est donc la variance de f de h de x plus x moins la variante moins f de x. Et je vous rappelle que pour la variance, retirer une constante, c'est ne rien faire. C'est donc la variance de f de h x plus petit x. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, si je regarde ma covariance, puisque je vais avoir besoin de ça pour le coefficient de corrélation, la covariance de hx est de psi de h de x plus petit x. C'est la covariance de h de x et de f de hx plus petit x moins f de x. Qui sera égale en fait à ma covariance de hx et de f de h de x plus petit x. Voilà. Et donc, mon nouveau coefficient de corrélation linéaire, que je vais appeler ρ, ρx de h, qui sera donc ma covariance de hx et de psi de hx plus x, sur mon v de hx, v de psi de hx plus x, sera égal donc à la covariance de hx et de f de hx plus x divisé par racine de v de hx racine de v de f de hx plus x, c'est-à-dire rx de h. Donc si je choisis bien ma fonction, ça fonctionne. Or, en valeur absolue, ρx, or, si psi prime de x égale f prime de x positif, et bien vous avez ρx de h qui sera la même chose. Vous avez rx de h qui est égal à ρx de h qui tend vers 1 lorsque h tend vers 0 plus, et si psi prime de x égale f prime de x négatif, vous avez rx de h qui est égal à ρx de h qui va tendre vers moins 1 lorsque h tend vers 0 plus. Donc conclusion, ici aussi, si f' de x positif, vous avez rx de h qui tend vers 1 lorsque h tend vers 0 plus, et si f' de x est négatif, vous avez rx de h qui tend vers moins 1 lorsque h tend vers 0 plus. Ça s'applique aussi, même si jamais f de x n'est pas égal à 0. Voilà pour cette partie 2 de ce problème HEC.